puisque j'ai une devise, c'est agir pour ne pas subir. Les bonnes personnes au bon endroit. Ne rien faire, tout faire faire, mais ne rien laisser faire. Pour moi, la stratégie, en fait, c'est pourquoi, et la tactique, c'est comment. Le monde de l'entrepreneuriat, il est beau quand ça marche, mais il y a des moments de grande solitude. Je m'anime et je reste en vie à travers des projets. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'accueillir Olivier Ruby, multi-entrepreneur au parcours inspirant et enrichissant. Après une première vie en tant que militaire, il se tourne vers les laboratoires pharmaceutiques, de commercial à manager. Il a vu de l'intérieur l'évolution des plus grands leaders mondiaux des laboratoires pharmaceutiques. Cette expérience lui donne l'envie, et surtout, la conviction de se lancer à son tour dans l'entrepreneuriat. Olivier nous raconte comment il a bâti sa première entreprise. Comment, en parallèle, il a développé d'autres projets, d'autres entreprises. Puis, comment la vente de cette entreprise est devenue, là encore, un tremplin pour en créer de nouvelles. Il nous explique les joies de la fiscalité, les joies de la succession et les joies de l'entrepreneuriat. Ce qui l'anime profondément, faire ce qu'il aime, aider les autres et surtout, apporter de nouvelles solutions grâce à l'entrepreneuriat. Un échange riche d'enseignements pour tous ceux qui veulent savoir comment entreprendre, mais aussi pourquoi on entreprend. Olivier, je suis ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Ce que je te propose, en fait, pour commencer, tu nous fais qui tu es, ton parcours de vie, ce que tu as fait, de où tu viens, et voilà. Eh bien, écoute, Olivier, 60 ans, né au pied de la Chartreuse, donc une vie jeune de sportif, qui m'amène après à faire des études de sport, prof, et puis à commencer à bosser vers 16 ans pendant les vacances. J'ai eu la chance d'avoir mon BE, à l'époque ça s'appelait brevet d'état de ski, ski de fond et ski alpin, donc le droit d'enseigner. Donc assez jeune, j'ai pu travailler en école de ski, et puis je faisais beaucoup de compétitions ski de fond, et voilà, je me suis à peu près destiné à devenir prof, et puis finalement, ça m'a pas beaucoup plu, voilà, donc l'armée est arrivée, et là, j'ai fait un service militaire bien entier. Dans un premier temps, j'ai fait une préparation militaire. Je suis rentré dans les commandos montagne avec mon cursus background montagne, puisque j'ai été accompagnateur aussi et je passais mon aspirant guide. Et à partir de là, donc commando montagne. Et puis l'ONU a demandé à la division alpine, là nous sommes dans les années 85, à participer, s'il le souhaitait, au mandat pour, entre guillemets, intervenir en tant que soldat de la paix. Donc j'ai posé mon camembert et j'ai mis mon béret bleu au Liban. Voilà, donc là je me suis spécialisé dans le renseignement militaire. Donc j'ai secret défense, un truc qui a sauté il y a pas longtemps. Donc je peux en parler assez librement, facilement maintenant. Et là j'ai fait une très très belle armée. Voilà, et je faisais du renseignement dans la plaine de la Beka. Et puis on informait l'ONU des positions notamment israéliennes, puisque l'Israël avait envahi le Liban, et des positions syriennes, grand champ de pavots. On est au-dessus du plateau du Golan. L'Israël envahit pour des raisons politiques, mais également pour aller chercher l'eau, parce que l'Israël c'est très sec. Et voilà, donc là nous sommes déjà en 85, et là tu vois, on est en 2025, et les choses n'ont pas beaucoup bougé. Voilà. Et puis quand je suis rentré, j'ai payé ce que je devais à l'État, puisque c'était une école où j'avais un salaire, et donc j'ai rendu ma pantoufle, et je me suis libéré de mes obligations de prof de sport. Et là, j'ai commencé comme commercial commando au sein des laboratoires Polivé Tricot-Stérile, qui ont été rachetés par Johnson & Johnson. Et là, j'étais commando sur les secteurs, donc tout jeune, 22 ans, 23 ans. Et j'allais en fait sur les secteurs où les titulaires soit étaient malades, soit il y avait besoin d'un apport de chiffre d'affaires. Et ma gamme de produits, c'était des cotons, des compresses d'hygiène féminine, notamment Ruby. Donc commercial d'abord chez Polivé Tricot-Stérile, puis Johnson & Johnson nous a racheté et a racheté également toute la gamme, à l'époque, Ruby d'Anglas. Et comment t'es arrivé à passer de l'armée à un laboratoire pharmaceutique? Le hasard ou l'envie? Il doit y avoir des gènes, je pense. Ah oui, alors l'armée, tu as tout à fait raison. Pour partir, il faut s'engager. Hein, donc je me suis engagé dans l'armée. Je pense que
Là, ta question, elle est rigolote parce que si je vais plus loin sur l'expérience des laboratoires Ruby, normalement, mon père aurait dû reprendre la suite. Mais il y a, comme d'habitude, quand il y a un peu de sous, il y a des histoires de famille. Et c'est un de mes oncles qui a racheté les parts de l'ensemble des associés, le double de leur valeur, et qui a revendu tout ça à L'Oréal, D'accord. Ruby Danglas. Et Ruby Danglas, donc L'Oréal, a revendu 7 fois sa valeur au laboratoire Johnson & Johnson. Petite anecdote, à la sortie de Voiron, Pavio, il y a maintenant un hôtel, ça c'était la maison de mon grand-père. Et en tant que commercial, en pleine semaine, je vais déjeuner. Et là, je rencontre ma future première femme, pardon. Je pas une vie trop compliquée, mais c'était très rigolo. Donc elle travaillait déjà avec mon cousin, mon oncle, qui avait récupéré toutes les actions et qui faisait la transition. Voilà, donc c'était assez rigolo de la rencontrer là. Et je la rencontrais après au sein du laboratoire Johnson & Johnson. Le siège social était à Courbevoie à l'époque, boulevard Clémenceau. Et là, donc, je fais mon commercial, un peu frustré parce qu'en fait, je suis pas dans les classements des vendeurs parce que je suis commando sur les secteurs et que c'est des titulaires qui récupèrent toutes mes ventes. Donc je fais comprendre à la direction des ventes que ce serait bien quand même que j'ai un classement. Donc ils me font un système avec goal average, des moyennes pas très objectives, mais voilà. Mais j'ai la chance assez rapidement de récupérer un secteur. Et là je récupère la Corse, le bas de la Corse, et je récupère une partie du 06 et une partie du 83. Et là, je performe. Je me rends compte que finalement, j'arrive à vendre, à bien vendre et à bien ennuyer la concurrence. Et assez rapidement, je deviens un bon vendeur. À ce moment-là, lors d'un séminaire conclu avec ma future ex-femme, on décide de se marier. On est en 90. Et j'annonce ma démission. Dans ces grands groupes, en général, c'est pas très bien vu de travailler en couple, d'autant que moi, je suis commercial et elle est déjà directrice marketing. Et je me fais 2-3 mois de chômage. Je quitte la région voironnaise, grenobloise, et je monte sur Paris, dans un petit studio. Et là, je me fais 2-3 mois de chômage. Et je récupère un poste de directeur des ventes dans la prestation pharmaceutique, où on fait des opérations commando pour des laboratoires qui décident de mettre un coût supplémentaire sur des périodes définies. Ça, c'est les laboratoires, ou c'est les commerciaux qu'il y a dans les laboratoires qui bossent pour le laboratoire, mais qui ne sont pas embauchés par le labo, c'est ça? Exactement, c'est des prestataires. En fait, il y a les forces de vente des laboratoires. Là, nous sommes en pharmacie. On n'est pas en visite médicale, on y viendra après. Et en pharmacie, quelquefois, tu as besoin d'opérations de coup de poing pour lancer un produit. Et les laboratoires, qui sont propriétaires du produit et qui ont leur propre force de vente, veulent faire des opérations assez court terme. En général, ça coïncide à une campagne de pub, presse TV ou presse écrite, PQR, en presse quotidienne régionale. Et nous, on met nos forces de vente sur des cycles. C'est de mercenaires, en fait. Hein. Et moi, j'étais patron de ces mercenaires. Voilà, donc à chaque fois, si tu veux, dans mon esprit, il y a une petite revanche à prendre par rapport au laboratoire Ruby que mon père n'a pas repris. Putain, mince. Donc, je vais me faire à la vente. Et puis, je vais progresser. Et j'ai une envie quand même assez réelle de convaincre et de ne pas subir, et plutôt d'agir sur ma vie. Ensuite, je suis commando vente. Et puis ensuite, je suis directeur des ventes d'une équipe de mercenaires qui, tous les 3 ou 4 mois, changent de cycle de vente et donc doivent réapprendre des nouveaux produits, des nouvelles conditions commerciales, etc. Et en fait, donc ça m'amène à jamais m'ennuyer. Et j'aime pas m'ennuyer. J'aime horreur du quotidien et des habitudes. Voilà. Je me marie, je suis donc directeur des ventes. Et je quitte, donc je ne suis plus au chômage, hein, donc là on habite un petit studio avec mon épouse de l'époque, donc un premier bébé, un deuxième bébé, et je deviens aussi également, et là nous sommes en 93, ça doit être novembre 93, je rentre à la COPER, Coopération Pharmaceutique Française, c'est un truc incroyable. C'est des pharmaciens qui il y a très longtemps avaient décidé, la famille Salmon, la famille Pêcherie, le siège social étant à Melun, de réunir leurs préparations
Mais là, nous, on est dans les années 93. 30, 40, 50. Ah oui, donc Au super départ longtemps. de la Coper, il y en a un qui faisait des sirops, l'autre des pastilles. Il n'y avait pas trop de législation qui forçait. Tu vois, on pouvait utiliser le camphre. Enfin, voilà, c'est des préparations. Et puis, ils se sont mis à avoir une grosse notoriété. Et notamment, ils ont commencé à avoir un truc intéressant, c'est que on a demandé à la Coper de distribuer un produit qui, à l'époque, n'était pas du tout connu, fabriqué par les laboratoires Botu, Doliprane. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'étais directeur de la Coper Paris, grosse force de vente. Hein. Coper Paris, c'était une trentaine de vendeurs. Et là, on s'est mis à vendre chez les pharmaciens toute une gamme de produits conseils et également le Doliprane. Alors, c'était 10, 12 unités, 20 unités par mois. Pour info, aujourd'hui, Doliprane, c'est la première référence en pharmacie et je crois qu'en moyenne, on doit être à 600 ou 700 unités par mois. Voilà. Et après, un truc intéressant, je reviendrai sur comment faire pour que le Doliprane ne soit pas systématiquement présenté au remboursement et comment le transformer en gamme over the counter, c'est-à-dire de l'autre côté du comptoir. Avec un petit flou, c'est quel côté du comptoir? Le comptoir du pharmacien ou le comptoir du grand public? Grand public, c'est-à-dire le dieu consommateur. Voilà. Donc là, 93, là, ça se passe bien. Je suis directeur des ventes, on a des bons résultats. Doliprane commence à peser lourd. Je suis toujours chargé d'envie, de conviction et prêt à en découdre, puisque j'ai une devise, c'est agir pour ne pas subir. Un enfant, deux enfants, Émeric, Sixtine. On quitte le petit studio de 16 mètres carrés et on achète un 50 mètres carrés dans Paris. Mon épouse quitte, mon ex-épouse à l'époque quitte Polyvétri Costeri Johnson & Johnson et va chez Lilly, laboratoire Lilly. Et là, on a une vie qui est plutôt rigolote. Et puis là, ça commence à bouger quand le Doliprane commence à être attaqué. C'est-à-dire que là, il y a un actionnaire. La Coper était sur le second marché. Et là, il y a un actionnaire à l'époque qui s'appelait Sabéton, qui avait récupéré 20% des parts parce que derrière, tout le monde lorgnait sur Doliprane. Donc, Ron Poulenc, Rorer, rachète la Coper, ça veut dire que l'action des pharmaciens de la Coper fait fois 10 en même pas 2 ans, 3 ans. Seuls les pharmaciens pouvaient acheter les actions, donc moi je n'étais pas pharmacien. Et là, grosse bagarre, donc bon, tout ça est réglé par le rachat de Ron Poulenc-Rorer, Ron Poulenc. Ensuite, ce gros mastodon français à l'époque, hein, issu de la chimie, Ron Poulenc lyonnais, Rhodia, parce que quand on réfléchit bien à l'industrie pharmaceutique, en fait, la naissance et la connaissance vient de la chimie. Et on y reviendra après avec la fusion entre Sanofi et Aventis. Aventis, en fait, pour faire la transition assez simplement, c'est la Coper, c'est Ron Poulenc-Rorer, laboratoire Hoechst, Marion, Roussel. Et ça, c'est devenu Aventis. C'est devenu un très gros laboratoire au niveau France, européen et mondial. Et donc là, toi, tu bosses toujours là-dedans. Et moi, je suis donc là-dedans, mais à un moment donné, je quitte la Coper pour rentrer au sein des laboratoires Theraplix, donc celui qui fait la promotion de Doliprane. C'est plus la Coper. La Coper a été rachetée par Pierre-André Martel, qui a fait un très bon coup, et c'était un sacré bonhomme, malheureusement, qui est décédé avec sa fille, qui est tombée dans un avion au mois de juillet. Alors si mes souvenirs sont bons, ça va être 2012. C'est quelqu'un que j'avais bien connu, puisqu'il avait voulu me recruter à l'époque pour être son directeur opérationnel, c'est-à-dire marketing-vente de la Coper. Mais moi, j'avais quitté la Coper et j'étais déjà, à l'époque, directeur de zone en visite médicale. C'est-à-dire qu'en tant que vendeur de produits pharmaceutiques, j'avais réussi à faire comprendre à la direction générale d'Aventis que de toute façon, la visite médicale, c'était bien, mais qu'à un moment donné, il fallait vendre par la communication. Donc, il fallait faire des opérations de stockage avec des pharmacies. À l'époque, on était très aidé par le GERS. Donc, on était en UGA, Unité géographique d'activité,
Et donc, on connaissait globalement parfaitement le poids du secteur, ce potentiel, le nombre de pharmaciens et le nombre de médecins. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que dans ce métier-là, les choses ont beaucoup changé, mais 80% du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en prescription n'était généré que par 9000 médecins, c'est-à-dire 20%. 20% généraient 80% du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça qu'après, il y a eu plein de petites choses, mais on va y aller doucement. Donc, le Doliprane, là, on agit sur la notion on commence à travailler sur la notion d'achat spontané, puisque les sorties sont énormes. Et là, on commence à faire de la publicité. Et là, on commence à faire une différence entre un produit et une marque. Tu connais la différence entre, Johan, entre le produit, c'est quelque chose que tu achètes simplement, c'est courant. Une marque, tu la cites et elle t'appartient. Elle te donne la confiance. Donc, on a transformé chez le pharmacien cette notion de « je voudrais mon Doliprane ». Oui, mais vous avez la même chose à côté, un générique, etc. Non, non, je veux mon Doliprane. Et ça a été très très fort avec les équipes marketing de l'époque. On a fait un très très gros travail. Et je vois ça un an après, puisque moi je suis plus en visite médicale et je suis directeur de zone dans une BU d'antibiothérapie, Piostacine, Norelox, etc. Mais rien que cette BU, c'était 700 millions d'euros, c'était 1000 visiteurs médicaux, des attachés de recherche clinique, des visiteurs hospitaliers, par région, chaque BU, cette BU c'était déjà un truc énorme, et Aventis c'était plein de BU en termes de produits. Et donc du coup, pourquoi en ayant un boulot où tu as plein d'opportunités, plein de choses qui bougent, plein d'évolutions, parce que tu disais que tu n'aimes pas t'ennuyer, tu n'avais pas l'air de t'ennuyer parce que tu fais pas mal de choses, tu te dis à un moment, en fait je quitte le salariat et je m'en vais créer une boîte. Je commence à ronronner, je divorce, parce que Paris, 14 ans, c'était bon. Je voulais changer ma vie. À 40 ans, il se passe des choses. Je sais. Donc, tout se passe bien, on fait ça tranquillement, les enfants grandissent, on fait la répartition des tâches, voilà, aucun problème. Beau divorce, une chouette ex-femme, mère de mes enfants. Et à partir de là, je commence à avoir des opportunités assez intéressantes. Et il se passe un truc incroyable, c'est que je suis chassé ailleurs pour prendre des postes de direction générale de structures plus petites. Là, on est juste avant la fusion Aventis-Sanofi. C'est assez intéressant. Et là, un jour, dans un comité de direction, je suis patron des ventes. Et le comité de direction, en général, tu regardes les budgets, donc tu as le marketing, tu as les finances, tu as les développements, tu as la logistique, et puis là, tu définis les budgets, tu sais. Et puis là, le job, en fait, c'est l'objectif, c'est préparer les cycles de vente et préparer les réunions régionales, les réunions de zone, pour dire aux vendeurs, raconter l'histoire de ce qui va se passer. Et là, je sais pas, comme je m'ennuie, comme je comprends rien à ce que disent les médecins, les pharmaciens qui ont des postes de marketing, chefs de produits et qui sont dans leur discours, comme ça n'a pas beaucoup bougé aujourd'hui, regarde en politique ou ailleurs. Moi, j'ai le culot de lever la main devant le président directeur général, devant le directeur général, devant toutes les équipes. Je lève la main et je dis... excuse-moi, à l'époque, c'était la directrice marketing, c'était Sabine. Je dis, mais excuse-moi Sabine, mais c'est quoi l'objectif? Parce que moi, je comprends rien. Donc, il faudrait faire comme si j'avais 8 ans et vous me parlez normalement, simplement, parce que si l'objectif, c'est de comprendre la réunion et c'est de l'expliquer derrière à tous les vendeurs, on va pas être très bon. Et là, il se passe quelque chose et je vois au fond de la salle le directeur général qui discute avec le président. Et juste après mon intervention, et là je me dis, oh putain, là c'est Olivier, t'as mis, là tu vas te faire défoncer. Là tu vas te faire défoncer. Et puis à la fin de la réunion, je vois le secrétaire général qui vient me voir, qui me dit, monsieur, à l'époque c'était Olivier Jacquesson, directeur général. Monsieur Jacquesson souhaite vous voir lundi dans son bureau. Wow. Là j'ai 40 ans, je suis pas pharmacien, je suis pas médecin, je suis pas l'école de commerce, c'est... Ah oui, entre-temps, mes compétences professionnelles m'ont permis de devenir professeur à l'ESCP
École supérieure de commerce de Paris, en DESS marketing, et j'interviens, j'ai fait ça d'ailleurs pendant 10 ans, j'interviens sur les DESS marketing des pharmaciens, des médecins. Arrive ce moment où je lève la main, culotté, et donc je me retrouve lundi matin dans le bureau de d'Olivier Jacquesson, et qui me dit c'est des gens comme vous qu'il nous faut pour bâtir le Aventis de demain. Il a mon CV, hein, donc je dis mais j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait Polytechnique. Je suis pas pharmacien, je suis pas médecin. Voilà, j'ai eu pas tout ça. Vous savez, moi je suis prof, je suis sportif, je suis vendeur, oui, mais j'ai vu votre parcours, vous avez fait des beaux passages, vous avez relevé des régions, vous avez relevé des défis. En revanche, je sais pas gagner, Monsieur Ruby, parce que vous avez une nature qui fait que, bon, vous n'êtes pas forcément malléable. Donc on va vous, si vous en êtes d'accord, on va vous mettre dans les mains d'un cabinet extérieur, et pendant 6 mois, ils vont voir si vous êtes apte à prendre la direction d'une BU. Une BU, mais business unit, c'est-à-dire que mes collaborateurs, ça va être des X, ça va être des centraliens, ça va être des médecins et tout ça. Oui, oui, mais ça, vous savez, le laboratoire est en train de changer, on voit bien que ça bouge. Bon, bah, très bien, donc je joue le jeu, et puis finalement, 6 mois après, donc ils me tiennent un peu en éveil là, et ils me disent, te barre pas Olivier, hein, pour la faire simple, reste là, si ça se trouve, tu vas avoir un beau poste. Et j'ai ce beau poste. J'ai ce beau poste. Globalement, je suis à peu près équilibré, apte à manager du marketing, apte à manager des médecins, apte à manager du contrôle de gestion, apte à manager bien sûr des vendeurs, puisque c'est ma partie. Et en fait, j'ai toujours axé mon développement personnel et professionnel sur ses capacités en termes de communication et d'empathie à convaincre l'ensemble des collaborateurs d'une structure, hein, même dans la vie de tous les jours, pour aller dans la bonne direction. Et ça, ils me le disent, mais ils me disent attention, Monsieur Ruby, donc les psychologues, les psychiatres, etc. Ils me disent attention, vous avez quand même un risque, c'est que vous êtes capable même de les emmener où vous voulez. Et ça, c'est dangereux parce qu'il faudrait que vous appreniez, j'ai 40 ans, à vous dire que tout le monde n'est pas comme vous et tout le monde n'a pas le droit de pas forcément partager les mêmes objectifs que vous, en termes de développement, en termes de vitalité, en termes de... Voilà. Et donc ça, c'est un grand moment parce que depuis ce temps-là, j'essaye d'être attentif à cette recommandation pour être attentif à l'autre et à manager. Et là, tu vois, j'ai 60 ans. Et de 40 à 60 ans, eh ben, j'ai été attentif à cela pour me rapprocher des autres et pas plutôt de les emmener vers moi et de leur dire vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Ce qui m'a amené à avoir quelques beaux succès après. Mais intervient la fusion, en tout cas le rachat, l'offre publique, amicale, on appelle ça OPA, de Sanofi, tout petit labo, créé par Elf Aquitaine à l'époque, Jean-François Dehec, très politique, proche de Sarkozy, qui ne vient pas de l'industrie chimique, qui n'a donc aucune connaissance, à mes yeux, et aux yeux d'Aventis, très gros, là nous on faisait 4 fois ou 5 fois plus de chiffre d'affaires, on avait des bons médicaments, quand on a regardé la liste des médicaments de Sanofi ce qu'ils apportaient, et la liste des médicaments de chez Aventis, il n'y a pas photo, l'avenir il était assuré par le portefeuille d'Aventis, et pas par le portefeuille de Sanofi, pardon. Mais ça, même chez Sanofi, il l'avait compris, et je pense qu'il l'avait bien compris, et là, Sarkozy dit « je veux créer le premier laboratoire pharmaceutique mondial ». Effectivement, OPA, ça brasse. Sanofi arrive à racheter Aventis et devient premier laboratoire pharmaceutique mondial. Ça n'a pas duré longtemps parce que là, la période des fusions a commencé à naître. On est en 2001, 2002, encore par là. Tout s'accélère. 2003. Pfizer rachète, etc. On reste, je crois, premier leader mondial un mois. Et là, bien sûr, grosse bagarre. Bah, t'imagines, t'es patron d'une BU, tu te fais racheter. Et là, on me garde mon statut, on me garde mon salaire, mais on me met patron de la visite médicale, pile Sanofi. Sanofi Aventis qui allait devenir que Sanofi. Tu vois très bien comment ça se passe. En général, tu vois tes copains ex-Aventis qui dégagent au fil du temps. Et puis à un moment donné, arrive ton tour. Mais mon tour, moi, il s'est passé d'une drôle de manière. Période de fusion. Donc imagine toutes les forces de vente, pharmacie, médicale
de Sanofi, mélangé à l'énorme mastodonte d'Aventis, et le pharmacien en bout de chaîne, et le médecin. Ça veut dire 15 réseaux, 17 réseaux qui, en un an, doivent réapprendre à organiser tout ça. Et donc, au bout d'un an, le président de l'époque, Christian Lajoux, donc comité de direction, moi, en tant que patron de la visite médicale ville, ben, je suis présent. Et là, gros clash. Et là, le président, directeur général France de Sanofi Aventis, Christian Lajoux, demande à tous les services comment ça se passe. Et tout le monde répond « Très bien, monsieur le président, ça se passe bien. Globalement, on est drôlement fort en filigrane. » Je me dis « Bah ça y est, il faut dire qu'on est drôlement fort, etc. » Or, moi, c'est pas du tout ce que je vivais. Moi, j'étais sur le terrain avec les réseaux et c'était une merde, mais incroyable. Et puis, j'ai senti quand même une grosse hypocrisie. Tout le monde rentrait dans le moule. Et moi, je n'avais pas envie de rentrer dans le moule. Depuis le début, tu as bien compris que je n'avais pas envie de rentrer dans le moule, puisque j'agis pour ne pas subir. Et là, Christian Lajoux me passe le micro. Il me dit « Et vous, monsieur Ruby, alors, vous qui êtes le représentant des ventes, alors sur le terrain, comment ça se passe ?» Écoutez, monsieur le président, je ne sais pas. C'est quoi l'objectif? C'est de faire une photographie et de dire bon ben voilà ça a marché, mais en revanche faut qu'on soit attentif sur ça faut corriger pour s'améliorer demain. Ou alors on est tous drôlement forts, l'infusion se passe parfaitement et visiblement, si j'ai bien compris, l'ensemble de mes collègues sont en train de dire ça. Nous, aux ventes, eh ben on a des réseaux qui restent chez eux parce que les médecins n'en peuvent plus de voir 7 visiteurs médicaux qui leur racontent la même histoire sur Orelox, Pyostacine et l'ensemble des médicaments du bouquin commun, c'est-à-dire de la liste de Sanofi et d'Aventis. Et là, il me dit, avec sa légion d'honneur, « Monsieur Ruby, vous êtes un gros connard. » En plein comité de direction. On est en 2003. Et là, j'ai la DRH France qui est là, j'ai ma supérieure hiérarchique qui est à droite de moi, RH à gauche, il me dit « Olivier, tais-toi, tais-toi, tais-toi. » Je lui dis « C'est trop tard. » Et là, je pars. Et là, je lui dis « Écoutez, connard, même dans ma famille, c'est des mots qu'on n'emploie pas. En plus, là, on est dans le travail. Vous avez la Légion d'honneur sur vous, donc moi, ça passe pas. » Bon, j'avais signé mon arrêt de mort. Bon, après, ça a duré encore 2-3 mois. Ils m'ont fait un peu des coups tordus. Ils convoquaient mes équipes à des réunions. Ils m'envoyaient des mails pour me dire que j'étais pas là. Donc, comme je m'entendais bien avec mes collègues et mes collaborateurs, ils me disaient « Mais Olivier, regarde, tac, tac. » Donc, j'ai pu faire valoir quand même un petit dossier. Ils m'ont versé 3 ans de salaire. Et je suis donc parti vivre des beaux instants, puisque je suis resté 4 ans sans activité professionnelle. Et j'ai rencontré à cette période ma future femme, qui l'est encore d'ailleurs 20 ans après, sur Lyon, médecin à l'hôpital, radiologue. Et j'ai profité de ces 4 ans pour me repositionner, parce que cursus professionnel bien chargé, à titre privé, un divorce, 2 enfants qui grandissent. Donc à 40 ans, c'est un bon moment, en plus financièrement, bien aidé par la rupture conventionnelle. Bon, là, j'achète un chalet en montagne, dans le Beaufortin, dans les alpages, et puis je me régale. Je me régale et je me lève tôt le matin, je fais du sport, j'ai plein de projets, ma femme travaille à l'hôpital, je vais voir mes enfants pour un oui, pour un non, enfin voilà. Et puis à un moment donné, ma femme en a marre de l'hôpital et décide de partir. Elle avait fait son internat anti-Guyane. Et donc, elle décide d'aller s'associer en Martinique avec des copains. À l'époque, c'était son chef de service. Moi, je la suis. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Martinique, à Glondouille un peu. Et pour répondre à ton interrogation, je me suis dit, j'ai été vendeur, directeur des ventes, directeur des opérations pharmaceutiques, patron de BU. Mais j'ai toujours été mandataire, mais mandataire salarié. Globalement, est-ce que c'est ça l'entreprise? Et je me suis dit, allez, pousse un peu plus loin, crée une boîte. Entre guillemets, posez sur la table. Et là, je les pose sur la table. Et là, je crée une société, mais je ne connaissais... Enfin, un copain m'avait dit à l'époque, va en PSAD, prestataire de santé à domicile. Là, il y a tout à faire. Ça va basculer à un
un moment ou à l'autre, ça va basculer à domicile, les hôpitaux vont pas pouvoir gérer, etc. Et très très bonne idée. Et donc je crée HSE, hygiène, santé et environnement. J'aurais pu faire plus simple, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que ça ressemble au rhum HSE. Ah peut-être parce que j'aimais déjà le rhum HSE, t'as raison. T'as raison, il y a du très bon rhum en Martinique. Et j'étudie le SROS. Le SROS, c'est un bouquin qui est, donc c'est le schéma régional d'organisation de la santé, et qui regarde la population, donc c'est régional, hein, donc les vieux, les jeunes, les moins jeunes, les pathologies, si c'est bien couvert, si c'est bien pris en charge, etc. Et je m'aperçois qu'il y a tout à faire. Il y a déjà 5 prestataires. Sur la Martinique, 380 000 habitants. Et donc HSE devient le 6e. Et puis je crée HSE, je crée aussi 2 autres entreprises parce que j'ai peur de m'ennuyer. Donc mes journées sont bien chargées. Et pendant 1 an, je travaille sur ce projet. Et je le lance en août 2008. En août 2008. Et là, ça part assez rapidement. Et du coup, là, t'es tout seul ou t'es associé quand tu te lances? Ah, pardon. Oui, t'as raison. C'est une SARL et je suis associé. J'ai 60% des parts et je suis président-directeur général. J'ai 70 à la base, mais je donne 10 après à une de mes associées qui achète 10 et qui repart avec 20, qui était une copine à l'époque, mais ça s'est pas très bien passé par la suite. Et mon copain qui m'avait donné des bons conseils était également associé. Qui était dans la santé ou pas du tout? Oui, il était chez Air Liquide. D'accord. Il était chez Air Liquide, donc il savait de quoi il parlait. Voilà, donc répartition du capital. Et là, on commence à se lancer. Nous sommes en 2008. Et là, je recrute assez rapidement. Donc, je commence tout seul. Hein. Tu fais de la facturation. Et donc, à la base, tu fais quoi exactement dans la prestation de santé? Tu fais tout de suite de l'apnée du sommeil? Oui. Et le diabète et la perfusion, tout ça arrive après? Exactement. Ok. Tu sais, c'est compliqué, hein. Donc, je commence par, globalement, ce qui me paraît être le plus facile. Donc, c'est demande d'agrément. Hein. Donc, il y a des petits dossiers administratifs, il y a des locaux. Je commence à la maison, qu'on a acheté avec Florence. Voilà. Et puis, les patients commencent à être envoyés par les médecins. Et là, je commence à faire 4-5 patients en PPC par mois. Par semaine, pardon. Et donc, une vingtaine, voire une trentaine par mois. Mais c'est-à-dire 3-4 mois après avoir commencé. Parce que discours auprès des médecins, parce que mon background, vraisemblablement, grand laboratoire, on facilite l'approche du médecin, du pharmacien. On n'est pas sur un rapport d'achat de prescription. J'ai toujours été contre. D'ailleurs, j'ai toujours été pour l'application des DMOS à l'époque au sein de l'industrie pharmaceutique, ce qui a eu comme conséquence de virer pas mal de visiteurs médicaux, puisque voilà. Donc j'ai toujours eu une approche très professionnelle et médicale auprès des médecins. Et le développement d'HSE s'est fait sur cette base. J'ai recruté mon premier salarié, Luther Tuzo, avec qui j'ai travaillé pendant 18 ans. Et donc, pour revenir sur ton intervention, j'ai lancé la PPC. Puis on s'est mis à faire un peu de PNI. En 2010, on fait déjà 1 million de chiffre d'affaires. Donc 2 ans après. En 2015, c'est-à-dire 7 ans après la création de l'entreprise, plusieurs offres de rachat de 3 grands groupes que visiblement on dérange sur la Martinique. Je choisis un des 3. Alors attends, avant de repartir sur l'achat tout de suite, tu l'as développé la boîte comment? C'est-à-dire que tu as racheté, c'est que de l'organique ou c'est toi qui as développé? Qu'est-ce qui a été les moments forts, les moments qui dit, là en fait, tu cites l'arrivée de Luther. Est-ce que c'est un moment fort qui a fait que la société s'est développée? Si on peut développer un petit peu justement comment tu as réussi en fait à monter une entreprise qui est une entreprise hyper importante en Martinique et justement comment tu l'as montée en fait? Oui, alors c'est vrai que tu as raison, là j'ai l'air de raconter une belle histoire, mais dans les faits au quotidien, c'est pas qu'une belle histoire. Donc tu as raison d'intervenir là-dessus. En fait, la PPC marche bien, il faut trouver des locaux. Tu les loues au début parce que d'abord tu poses toutes tes économies et l'actif, tu hypothèques ta maison. Surtout que moi j'avais une pension alimentaire de 2 enfants à payer qui commençaient à faire des bonnes études. Du coup la PPC, tu as un gros stock à acheter de matériel. En plus la difficulté je pense en Martinique, et ça il faut que les gens y comprennent, c'est que
Mais il n'y a pas de laboratoire sur place. En France, c'est hyper facile. Tu veux acheter 2 machines, tu achètes 2 machines. Tu te fais livrer en 48 heures. Ouais. Et vous, c'est un peu plus compliqué. Donc, tu es obligé d'acheter en grande quantité. C'est pour ça que tu hypothèques, c'est pour ça que tu fais des crédits. Tu as l'air de connaître un peu. Un petit peu. Donc, je fais des crédits, je fais des emprunts, je les pose sur la table et j'hypothèque ma maison. Et effectivement, je fais des containers. Je fais des containers pour grouper les achats. Et un truc qui est délirant, c'est qu'en fait, tu achètes ton produit 1 en France, il te coûte 1,26 quand il arrive, taxes, transport, octroi de mer, etc. Et la Sécu de Martinique te rembourse 1,15. Or toi, il arrive à 1,26. Alors qu'en Guadeloupe, la Sécu admet un coefficient multiplicateur de 30, c'est-à-dire que ton produit arrive en Guadeloupe à 1,26 et donc tu gagnes 4 par rapport à la Guadeloupe et tu perds 14 par rapport à la Martinique. Donc, résultat, aujourd'hui, tu te retrouves avec 14 prestataires en Martinique et tu en as 32 en Guadeloupe. Et il n'y a jamais eu d'uniformisation sur cette convention avec 2 caisses primaires d'assurance maladie qui sont... Mais la Guyane, c'est même pas plus. La Guyane, je sais pas exactement, les avantages sont plutôt fiscaux. Tu ne payes pas d'impôts, ton résultat d'entreprise. Pas de TVA. Et pas de TVA. Exactement. Tu es bien renseigné. Et à partir de là, si tu veux, effectivement, le SROS m'a permis de me dire, il faut faire du diabète. Il faut faire de la perfusion. Et pourquoi justement le SROS te dit que faire du diabète, c'est quoi la différence du diabète, la Martinique par rapport, bon j'ai la réponse, mais par rapport à la France? Alors déjà, il y a une grande différence, c'est que moi dans l'industrie pharmaceutique, à l'époque, je me souvenais, quand les marchés français commençaient à saturer, on allait chercher de la croissance sur les pays d'outre-mer que tout le monde avait un peu oublié. Moi j'appelle ça les terres oubliées. Et il y en a beaucoup en France, les terres oubliées. Et par rapport à ça, tout ce qui se faisait en France se faisait pas forcément dans les territoires autres outre-mer. Après, maintenant, il y a des différences d'hommes, collectivités, etc. Mais il y a aussi le taux de personnes qui sont diabétiques qui est beaucoup plus important dans les Antilles qu'en métropole. Oui, mais comme le Parkinson, mais globalement, les CHU, les centres de référence, sont pas forcément attentifs à ça. Donc, c'est certaines UPSAD, et notamment HSE, qui a, à travers son approche médicale, a su attirer l'attention de certains médecins et mettre en place des protocoles pour développer des pathologies existantes, mais avec des patients qui n'étaient pas pris en charge. Donc là, on a un vrai rôle. C'est là où HSE a été un des premiers prestataires, non pas livreur de colis, mais HSE a commencé à développer une compétence médicale de par son personnel, de par la compétence de son personnel, parce que tous diplômés d'État, infirmiers, et par rapport aux autres structures concurrentes, avaient vraiment fait la différence auprès des médecins. Donc aujourd'hui, ce qui vous a permis en fait de vous développer autant en Martinique, c'est justement cette compétence d'infirmier où vous étiez très différent par rapport à la concurrence, qui eux avaient que des techniciens. Oui, techniciens, livreurs, ou s'ils avaient des infirmiers, des infirmières, elles étaient plus jolies, avec des grands talons, ils se baladaient à l'hôpital comme ça. Nous, on a toujours une approche qui est plus longue en termes de résultats, mais on a une approche toujours plus professionnelle. On n'invite pas forcément les médecins dans des congrès internationaux. En revanche, on met en place des gros programmes de formation. Et j'ai une petite anecdote à l'époque du début du Parkinson. Un grand professeur qui faisait pas encore de prescription de pompe, Quinon, sur cette pathologie, donc le Parkinson, était venu en Martinique faire le tour et j'avais demandé à évaluer et former nos équipes d'infirmières. Et il avait été dithyrambique sur la qualité de nos infirmières. Il prescrivait peu de pompes, je crois qu'il avait dû en France en prescrire 3. Et aujourd'hui, HSE est devenu, grâce à cette compétence d'infirmière, qui est propre aux infirmières, qui est propre aux hommes et aux femmes. Une entreprise, c'est une collaboration d'individus qui décident ensemble de travailler vers la même direction. Bah, tu vas sûrement me poser des questions sur la communication, les logiciels, des choses comme ça, mais l'objectif a été de travailler des pathologies oubliées pour prendre en charge des patients, à tel point que nous prenions en charge tous les patients. C'est-à-dire que les médecins des prestataires des autres se posaient la question, ah oui, non mais ce prestataire il fait pas ça.
Ah, mais ah oui, c'est lui qui fait. Alors que nous, on est arrivé en disant, on fait tout, y compris les pathologies qui rapportent pas d'argent, voire qui en perdent. Et là, je parle de l'incontinence. Les patients en Martinique n'étaient pas pris en charge. Il faut venir des milliers de références, il faut payer plein pot. Tu perds de l'argent en faisant venir des produits, déjà, par rapport à la Guadeloupe. Et tu prends en charge des patients sur des unités où il t'en faut des centaines. Ben voilà. Mais on a su, au bout d'un moment, acquérir ce réflexe global ou conditionné auprès des médecins pour dire, de toute façon, dès qu'on a besoin de quelque chose, HSE, on sait que les équipes sont bonnes et qu'ils font toutes les pathologies. Voilà. Mais par contre, chez HSE, vous avez séparé les équipes, c'est-à-dire que vous aviez des spécialistes du sommeil, des spécialistes en perfusion, des spécialistes en diabète, où tout le monde faisait tout. Alors, on revient en 2012, tout le monde fait à peu près tout. 2013, 2014, on commence à se spécialiser. Et effectivement, là, il y a des équipes, il y a un département respiratoire. Donc, on fait de la PPC. On s'est mis à faire de la VNI, ventilation non invasive. Et on s'est mis aussi à faire de l'oxygène à travers grâce à la demande qu'on avait faite d'un agrément auprès de l'ARS. C'est considéré comme un médicament, l'oxygène. Donc il faut aller un peu plus loin, il faut un pharmacien, c'est des règles. Voilà, on a structuré l'entreprise pour répondre à la demande spécifique. Mais à l'époque, c'était un petit peu de l'artisanat, hein, tout le monde faisait un petit peu de tout. Hein. Mais c'est vrai que chez HSE, on s'est vite structuré pour devenir bon et spécialiste auprès de son interlocuteur qui en général a une bonne connaissance médicale et reçoit des patients. En fait, à travers ta question, il se passe deux choses dans mon esprit. Je me rends compte qu'il faut faire ça avec mes proches collaborateurs. On est 10-12. Luther, mon premier salarié, qui est resté avec moi 18 ans, et des infirmières qui avaient quitté l'hôpital parce qu'elles étaient saturées du gâchis et de l'inorganisation, du déchet de l'information, de la coordination, du manque de réactivité, etc. Et moi, ça avait attiré mon attention. Et j'ai vu que tu avais interrogé mon fils à l'époque, je ne sais pas quand, le mois dernier, Ouais. avec mon neveu. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Les hommes, c'est une chose. Les produits également. Mais derrière, à la vitesse où vont les choses, je me suis vite rendu compte que le logiciel qui était mis à disposition, que j'avais choisi au début, qui est leader encore, n'allait pas répondre rapidement à mes attentes. Et comme je suis plutôt du genre agir pour ne pas subir, eh ben, j'ai décidé de me rapprocher de Simon, à l'époque, puisque Émeric vous a expliqué qu'il est arrivé après, et de David. Et on a créé un logiciel sur mesure pour répondre à nos attentes multipathologies. Parce qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, une PSAD. Alors attends, parce que si j'ai bien compris, l'histoire, c'est que tu as développé le logiciel à partir du moment où tu avais déjà vendu une partie de tes parts, ce qui t'a permis en fait d'utiliser cet argent pour développer une nouvelle structure. Non mais t'as lu mon bouquin, quoi. Carrément. Et ouais, c'est pour que tout le monde puisse comprendre en fait, parce que effectivement, on va reprendre en fait la partie où justement tu développes la structure. La développe HSE se développe vraiment bien. Et à un moment, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as plusieurs personnes en fait qui te proposent de dire, bah nous ça nous intéresse, votre structure nous intéresse. Qu'est-ce qui te fait décider de dire, c'est bon, je vends une partie, pas de partie, comment t'as dit, comment ça s'est passé, cette partie vente. J'attendais que tu interviennes. On a structuré l'entreprise jusqu'en 2015. On a fait des choix de professionnels. Fin 2015, j'ai 3 propositions, puisqu'effectivement HSE commence à dépoter, commence à bien générer la concurrence, gêner. Et donc on a 3 offres. Et puis on discute avec mes associés. Ça se passe pas très bien avec l'un d'entre eux. On choisit de vendre une partie du capital. Donc tous mes associés vendent leurs actions. Donc eux, ils partent directement. Ils partent, ils prennent un chèque, ils partent, ils sont contents. Ils avaient fait des choix professionnels, ils ne travaillaient pas dans l'entreprise. Hein. C'était donc des actionnaires de départ, de conseil. C'est des gens qui avaient des revenus à la base. Voilà, qui étaient salariés. Il y en a une qui la joue un peu à l'envers, crée une structure concurrente à HSE alors qu'elle est encore gérante d'HSE. Parce que moi, j'ai déjà 3 ou 4 entreprises autres, puisque je fais conseil notamment en santé dans les hôpitaux, sur l'hygiène, etc. Et je suis actionnaire principal d'HSE. Et d'ailleurs, c'est Luther qui me dit, Olivier, reviens en octobre 14, parce que j'avais confié la gérance à mon ex Annie. Et Luther me dit, c'est le bordel, reviens. Donc je suis revenu
remis de l'ordre avec les équipes. Et en fin 2015, on vend 90% du capital à un très gros. Comment vous l'avez choisi? Ah, c'est un peu subjectif. Il n'y a pas que le prix. Après, il y a la personne. Il y a la personne. Et mon copain de chez Air Liquide le connaissait bien et m'avait dit rencontre-le. Je rappelle que je suis le décideur. Je suis le président. J'ai 60% des parts. Donc si je suis pas d'accord, voilà. J'avais 2 autres offres. Mais le gars que j'avais en face de moi me plaisait bien. J'aimais bien aussi les deux autres. Hein. Mais voilà, il me racontait une belle histoire. Moi, je voulais partir. Je voulais vendre et partir. Et puis finalement, lui, il m'a dit non, vous partez pas, Olivier. Moi, je veux faire un truc avec vous. La gérante, là, on va s'en séparer. Et c'est vous qui allez reprendre en main tout ça. Et je vous laisse tranquille. Et donc, on fait une convention particulière sur 3 ans. Donc, de 2016 à 2018, il m'intéresse au chiffre d'affaires, à la rentabilité. Et là, on commence à pas accélérer en termes de chiffre d'affaires parce que la croissance, elle était là. Mais il y a eu une aide sur le prix des machines. Parce que eux, donc le groupe qui t'a racheté, ils étaient déjà dans la santé. Oui. Et donc, ils avaient déjà des tarifs sur les machines et Oui, des choses comme ça. ils étaient déjà leaders, notamment en respiratoire. Et ils découvraient la PNI. Et HSE les a bien aidés, notamment puisqu'on avait déjà une petite expérience. Après, on a accéléré le développement en PNI, en diabète, en Parkinson. Et ils ont su, notamment avec le fameux professeur là, qui est venu commencer à prendre de bonnes habitudes sur le Parkinson avec la mise en place de pompes d'apoquinon. Et qui, à chaque fois, il faut bien comprendre que l'hôpital, une journée à l'hôpital, c'est 850 €. Et qu'aujourd'hui, on parle de prestataires de santé à domicile, hein, ben, tu le sais, on fait globalement du bon boulot à domicile, et HSE est arrivé à avoir 4300 patients à domicile, sur toutes les pathologies. Donc ça fait faire des très grosses économies à la Sécu, mais également aux citoyens que nous sommes. Donc en fait, il faut absolument que l'État comprenne, il faut axer également les budgets et la santé sur cette coordination clinique, hôpital, domicile. Vieillissement de la population. Et virage ambulatoire, les réduction des hôpitaux, on s'en rend compte au quotidien. Voilà, tout ce que tu connais par cœur. Donc le marché est énorme et on n'en est qu'au début. Là. Tout le monde est inquiet avec les baisses de remboursement, les réductions, les coûts logistiques, etc. Mais globalement, nous, étant également président de Pulse, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux marchés sur l'observance. Attends, on va encore un peu trop loin. Pardon. Tu vas trop vite. Pour reprendre, là, pour nos auditeurs, ce qui les intéresse aussi, c'est à partir du moment où tu décides de vendre tes parts, comment ça se passe? Est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu as fait appel à un avocat? Tu gères ça toi en direct? Ton expert comptable, comment il intervient? Comment, en fait, tu gères, en fait, ce processus de cession? Toi, tu as déjà la chance, c'est que, a priori, ce que je comprends, c'est des gens qui sont venus te voir. Tu n'as pas à toi de décider de dire, tiens, j'ai envie de vendre ma boîte, je vais taper à la porte des gens qui sont prêts. Toi, c'est des gens qui sont venus. Oui. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les gens sont venus, comment ça se passe? Alors, petite anecdote, mon copain de chez Air Liquide m'a dit, tu vas voir, si jamais tu fais le taf, dans 7-8 ans, Air Liquide viendra te proposer de te racheter. Air Liquide faisait énormément de croissance externe. Et effectivement, on a eu une offre de rachat d'Air Liquide. Mon copain avait raison. D'autres, donc, sont venus nous faire des offres. Tu as raison, c'est pas moi qui ai pris mon attaché case et pour aller dire, ah bah regardez mon entreprise comme elle est belle. Les gens sont venus à nous parce que je pars du principe que si tu construis, si tu fais une belle entreprise, globalement, tu peux devenir un peu feignant et les gens vont venir à toi. Et puis, c'est pas du tout la même démarche en termes de prix. Tu choisis avec qui tu veux bosser. Donc, j'ai choisi de bosser avec un groupe important en France, en respiratoire, et qui, entre-temps, s'est bien développé. Et oui, tu fais bien de rester un peu sur l'aspect technique. Je suis président-directeur général d'une SARL. Je vends des parts, donc je commence à gagner un peu des sous. J'ai encore 10%. 10% avec une rémunération variable importante qui constitue à peu près 80% de ma rémunération. Fixe, 20%. Donc très peu. Donc de toute façon, ça va bien avec mon caractère. On va chercher de la croissance, on va chercher des bons indicateurs de gestion, RCAI, EBE,
RN, puis on a des marges, on contrôle le recrutement, on achète bien, on achète mieux, on va sur des pathologies qui rapportent, mais également des pathologies qui rapportent pas. Donc ça veut dire qu'on n'a pas globalement les mêmes marges en bas de ligne que les autres concurrents, mais notre croissance se fait là-dessus et on commence à avoir une très très bonne image. Mais sur cette période-là, c'est mon acheteur qui me dit non, non, n'allez pas voir vos avocats, on va faire ça entre nous. Donc on fait ça entre nous. Bon, avec le recul, je ferai pas comme ça. Mais là, c'est la première fois que je créais et que je vendais. Lui, il a une grande expérience, hein, parce qu'on parle d'une très très grosse entreprise. Il a une grosse expérience. Globalement, la confiance est établie. Voilà, on roule comme ça. Mais au fil du temps, tu t'aperçois que quand tu commences à avoir des experts comptables qui font du conseil, qui ne font pas que des chiffres dans des cases, et que tu commences à t'approcher d'avocats spécialisés en droit des affaires, et que tu commences à te rendre compte que l'État est pas loin et guette pour pouvoir venir aspirer globalement plus de la moitié de ce que toi tu développes, hein, de ce que tu crées, hein, tu en sais quelque chose, tu te dis, bon, on va réfléchir. Et là, j'ai commencé à mettre en place un pacte du trail et un 150 obétaires. Ouais. Qui donc... Si on peut juste définir ce que c'est. Alors, globalement, pour faire court, tu passes un engagement avec l'État et tu dis... D'abord, tu réfléchis sur ta structure. À ce moment-là, pour information, j'avais déjà 8 sociétés, puisque j'avais réengagé un petit peu des sous dans l'immobilier, dans l'industriel, aider des copains à droite, à gauche, etc. Mais j'avais fait un peu n'importe quoi. SARL, SAS, IR, IS, etc. Et globalement, mon avocat me dit, Olivier, mon expert comptable, ils me disent, là, Olivier, là, s'il t'arrive quoi que ce soit, tu dois 4 millions à l'État. Tu les as? Non, j'ai pas 4 millions. Ben, en actif, tu les as, mais... Donc là, tu prends sur tes économies personnelles, et là, tu refais tout le montage de toutes tes sociétés pour mettre tout en ligne. Donc, il faut réécrire les statuts, il faut changer les statuts des entreprises, SARL, il faut les mettre en SAS ou en SA, il faut avoir une activité active en tant que directeur général et président, et là, tu dis à l'État, OK, banco, je suis prêt à réinvestir 60% de mes plus-values dans des entreprises, dans le capital social, hein, et non pas dans le compte courant, dans des entreprises françaises, et également, je fais ce qu'il faut pour que ma holding soit partagée avec le reste de ma famille. Et là, dans ta tête, Johan, tu te dis combien d'entreprises françaises sont parties aux mains des étrangers parce qu'ils n'ont pas su ou pas pu payer l'ensemble des taxes. On en a plein, hein. Il y en a plein. Il y en a des PME, il y en a plein. Enfin, j'ai des noms, on va pas les citer, mais... Et là, tu as quelqu'un d'assez malin qui s'est dit, putain, c'est pas possible. Les entreprises partent aux États-Unis, partent au Japon, partent en Chine, partent en Allemagne, partent en Tchécoslovaquie, enfin, en Pologne, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Bon, on va faire quelque chose, on va... Donc, ça, c'est le 150 obétaires. C'est tu réinvestis 60% de ta plus-value dans d'autres entreprises. Dans d'autres entreprises. Et donc là, ce que tu parlais, c'est le Dutrail. C'est ça que tu parlais sur je vais donner des parts à mes enfants. Voilà. En fait, tu fais les deux combinés. Tu peux faire du trade d'un côté de 150, mais moi, l'idée, c'était de créer une holding qui associe ma famille, une holding familiale, dont je suis le président, donc je suis actif. Et à chaque fois que je gagne des sous, alors moi, je suis un créateur, développeur, mais la gestion au quotidien, ça m'emmerde. Donc en fait, aujourd'hui, tu vois, je me retrouve avec 21 sociétés. J'ai séparé l'immobilier de l'industriel, parce qu'avant, tout était mélangé. Donc c'est pas du tout les mêmes taxes, c'est pas les mêmes taux, c'est pas la même approche fiscale de la part de l'État. Parce qu'en plus, le 150 obétaires, on est d'accord que tu peux pas faire d'immobilier avec. Absolument. Ben, tu vois, tu as les réponses. Tu me fais donner les réponses. Je te fais donner la réponse. Moi, si tu veux, je le raconte parce que mécaniquement, c'est instinctif. Je l'ai fait pour répondre aux attentes. Mais le conseil que je pourrais te donner, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein d'entreprises qui sont dans ce cas-là, mais qui ne font pas parce qu'il faut du cash pour pouvoir... Moi, ça m'a coûté 300 000 euros, les montages. Commissaire aux apports, notaire, distribution des parts...
Et là, tu peux pas cumuler, donner des sous à tes enfants, tu sais, tous les 15 ans, et puis donner des parts. Voilà. Moi, mes enfants, aujourd'hui, ils ont des parts dans une entreprise qui investit régulièrement dans d'autres entreprises. Mais mon obligation d'investissement dans les entreprises, donc 60% de mes plus-values, s'est arrêtée fin 2024. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'obligation de réinvestissement. Tu n'as plus d'obligation de réinvestissement des parts que tu as vendues d'HSE, c'est ça? Si demain, tu vas revendre des parts d'une autre société avec une plus-value, tu vas retomber dans ce système de 150 obétaires. Alors, des entreprises qui avaient été enregistrées avant. Les entreprises qui ont été créées après, je retombe dans le droit commun. Mais tu me parles d'HSE, mais il y en a eu d'autres que j'ai rendu. Ouais. Moi, je crée, je développe, ou je rachète des concurrents. Je pars toujours du début, parce que le début m'intéresse, de créer et de développer. Et justement, aujourd'hui, tu es toujours dans ce mood-là. Tu as vendu, tu as pris un gros chèque. Ce que tu nous expliques, c'est que tu réinvestis encore régulièrement. Est-ce que tu vas t'arrêter un jour, profiter de ton voilier, ou te dire, bah, en fait, non, moi, je vais faire ça à vie, je vais continuer à faire ça, en fait? Je sais pas, tu me connais un peu? Bah ouais, moi, je te connais, mais les gens qui nous regardent savent pas... Est-ce qu'on s'arrête un jour? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on se dit à un moment... Enfin, nous, on se connaît quand même plutôt bien. Mon fils, quand il te regarde, il dit, mais moi, en fait, ce que je veux, c'est faire comme Olivier. Et moi, je rigole souvent en disant, bah, tu feras comme tu peux, donc tu travailles toute ta vie. Est-ce que, en fait, toi, à un moment, tu t'es dit, je me suis fixé en disant, je veux atteindre X millions d'euros, et là, c'est bon, j'arrêterai, parce que... Ou non, en fait, c'est pas l'argent qui me motive. L'argent, ça me permet, en fait, de profiter de la vie, de faire plaisir à des copains. Ta phrase que tu avais donnée une fois à mon fils, qui se rappelle toujours, c'est ton objectif dans la vie, c'est donner du bonheur aux gens. Est-ce que un jour tu vas t'arrêter en disant c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je vais profiter de mes prochains petits-enfants. Attention, je t'annonce rien, j'en sais rien. Et Brick, si tu nous entends. Et 16 16 aussi. Lily. Oh, bah Lily, elle est encore un peu jeune, je pense, mais elle a su un peu de temps. Ouais. Et voilà, est-ce que tu vas continuer, ou c'est quoi la vie pour toi après? Post-session, post-machin, c'est je continue parce que ça me fait kiffer, ou un jour je vais me calmer, je vais profiter de ma femme, et, parce qu'elle aussi, elle a vendu. Elle a vendu, mais elle est encore radiologue. Et elle a encore des obligations. Mais c'est une putain de bonne question. Et au fil du temps, en fait, la réponse change. Parce qu'en fonction de ton quotidien, tu t'adaptes et tu tends vers quelque chose qui t'équilibre. Le bonheur, l'équilibre familial. Donc effectivement, entre-temps, j'ai acheté un bateau et j'ai commencé le tour du monde. Donc là, j'ai fait le premier tiers. Mais je m'anime et je reste en vie à travers des projets. Avant, mes obligations étaient plutôt portées sur la rentabilité. Aujourd'hui, mes investissements portent sur plus les personnes que je rencontre. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai investi dans des magasins de sport, investi dans un hôtel, investi à l'époque dans une brasserie de saké. Voilà, j'ai des investissements qui sont en fonction des personnes. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui me guident. Il y a effectivement cette phrase, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, tu ne te le poses pas à 40 ans, tu ne te le poses pas à 50 ans, tu le subis un peu, et puis tu bosses. Puis quand arrive 60, tu commences à avoir un petit peu de recul, des finances qui t'autorisent à prendre aussi également du recul. Et puis là vient le temps du partage. Le bonheur pour moi, hein, je ne possède pas de la vérité, mais c'est effectivement le partage avec des gens qu'on aime. Mais il y a agir pour ne pas subir qui m'a guidé depuis le début. Il y a aussi ne rien faire, tout faire faire, mais ne rien laisser faire. Ça, c'est quand tu as plusieurs entreprises, eh ben, ça paraît facile comme ça de ne rien faire, de tout faire faire, mais de rien laisser faire. Imagine, tu es un ingénieur des sons, tu as plein de boutons, des trucs là, tu crées une entreprise, tu la développes, il faut la bonne personne au bon endroit. Et je me souviens des cours que je donnais à l'ESCP, des têtes bien pensées, bien pensantes, qui possédaient un peu la vérité, et je leur disais, c'est quoi pour vous la stratégie et la tactique? En 2 mots. Voilà. Aucun qui m'a répondu spontanément. Pour moi, la stratégie, en fait, c'est pourquoi? Et la tactique, c'est comment? Et puis derrière, quand tu fais un BP, un prévisionnel, au lieu de te perdre et intellectualiser, rendre tout technocratique, tu vois, comme notre pays, tout est technocratique, l'envie, si tu as une envie et de faire quelque chose, tiens,
Tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de créer une entreprise, tu es obligé d'en créer une deuxième parce qu'à partir du 11e salarié, boum, l'État vient te chercher. Donc, il n'y a pas, si tu veux, l'État ne pousse pas à l'initiative. Donc, il y a cette autre phrase qui m'anime et qui répond aussi sur le plan un peu philosophique, cette phrase de Saint-Exupéry qui m'anime, regarder le monde d'adulte avec mes yeux d'enfant. C'est-à-dire apprendre le bonheur et apprendre à aimer la vie. Ça, je remercie mes parents. C'est pour ça que je fais beaucoup de sport et que je fais du bateau, du ski, de la montagne, etc. J'ai beaucoup de temps libre, mais je suis un petit dormeur aussi. Je dors 4-5 heures par nuit et je suis un peu hyper actif, ce qui me permet aujourd'hui de ne pas m'ennuyer avec les entreprises qui me restent, mais aussi avoir du temps libre. Parce que, justement, j'ai des principes qui me guident, les bonnes personnes au bon endroit. La confiance, l'autonomie, la loyauté, et puis après des principes du qui, quoi, comment, pourquoi, tactique, stratégie, et tu mets tes business plans, tu fais tes prévisionnels là-dessus, et globalement, ben, c'est du téléphone, c'est de la rencontre, c'est de la confiance, et puis les choses vont plutôt pas mal. Mes entreprises aujourd'hui, je les ai évaluées en fin d'année 2024. Le capital social de la holding est plutôt significatif, et dans les 4 prochaines années, il va tripler et il va quadrupler, parce que les entreprises sont sur des marchés de demain, et pas des marchés historiques d'hier. Si on prend l'exemple de Pulse, tu vois, Pulse a été créé alors qu'il y a un leader aujourd'hui en logiciel, qui vient d'être acheté d'ailleurs par un fonds américain, mais globalement, nous, on a écrit l'histoire d'aujourd'hui et de demain. Et on a fait des choix techniques. On a décidé, vous en parliez la dernière fois avec Émeric et Simon, de pas faire des versions propres à des grosses entreprises. C'est tout le monde a la même information. Et puis aujourd'hui, ce qui nous permet de développer, je sais pas combien de versions on est, mais tous les mois, en fait, le logiciel se développe et répond aux attentes clients. Est-ce que j'ai répondu ? Tu as répondu. J'ai encore 2 petites questions, si tu veux bien. La première, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui est dans la phase où ma boîte, elle marche, c'est le moment de la céder? Je me pose la question de la céder. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Bah, globalement, il a envie de la céder, mais la question, c'est il a envie que des gens viennent le voir pour lui proposer un bon prix de rachat. Pas pareil. Ça veut dire qu'il doit construire des processus internes et pas être dans l'artisanat, mais être dans des process industriels. Ça passe par le bon logiciel, ça passe par l'organisation des services, des bonnes personnes au bon endroit, ça passe sur des activités qui sont en croissance et sont dans la pérennité. Et à partir de là, si tu as des bons indicateurs de gestion et de croissance de chiffre d'affaires, voilà, le conseil que je donnerais, c'est de bien faire le boulot, bien construire, ne pas hésiter à y mettre des process industriels, à investir sur la formation, sur les bons créneaux en termes d'activité, mais également les bons créneaux en termes de professionnalisme. Et à partir de là, on va venir le voir parce qu'il va déranger. Et là, entre aller vouloir vendre sa boîte, faire venir quelqu'un, entre-temps, il se passe 1 an. Hein, si tu fais bien le travail, 1 an, c'est court dans la vie d'un entrepreneur. Hein. Il vendra 2 fois le prix au moins. S'il n'avait pas bien structuré. Oui, et si l'entreprise reste intéressante, faut pas oublier qu'une entreprise, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne se vendent pas. Hein. C'est pas parce que toi, en tant que chef d'entreprise, et que tu as une entreprise qui marche bien et tu vis bien dessus, et tes salariés également, qui a un bon esprit, que tout se passe bien, t'as pas de grève, enfin, tout ça, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Faut être très proche de ses salariés, faut les écouter, faut les comprendre, faut répondre aux attentes. Faut pas toujours dire oui, mais il faut savoir aussi dire non, faut partager. Les salariés, c'est des gens intelligents. Hein. C'est eux qui font la richesse de l'entreprise. Ouais. Et à partir de là, une fois que tu fais ça, ben, globalement, on va dire que dans 80% des cas, tu vends pas aujourd'hui. Tu vends pas. Parce que faut vraiment être au-dessus de la mêlée, sur des bonnes activités en croissance et avoir deviné le marché de demain pour pouvoir intéresser des acheteurs qui viennent te chercher. Nous, on en est au 2e refus de vente d'offres pour des prix sur Pulse. Moi, j'ai d'autres entreprises où je ne vends pas parce que je suis en train de mettre en place des process et que la rentabilité et que les hommes vont se révéler dans les 2 ou 3 ans. Si aujourd'hui tu me dis, ta question d'avant, quand est-ce que tu vas t'arrêter, Olivier?
définitivement pour continuer ton tour du monde, faire aller à la montagne, partir dans le Grand Nord, etc., je pense que la date sera 2028, 2029. Là, globalement, je vendrai une grosse partie et puis je garderai une ou deux sociétés qui me permettront, d'abord j'ai une retraite, hein, j'ai même une retraite militaire, mais ma retraite va être insuffisante par rapport à mes envies, par rapport à mes enfants. Et donc, je vivrai sur les dividendes, plus ma retraite, parce que ma retraite a été plutôt bien constituée jusqu'à l'âge de 40 ans, salarié, mandataire social, puis après 40 ans, quand tu deviens un chef d'entreprise, ben, tu as intérêt à mettre des sous de côté, parce qu'on n'est pas fonctionnaire. Hein. C'est pas les 6 derniers mois qui te permettent d'avoir une bonne retraite. C'est les 20 dernières années. Là, dans le cas présent, quand j'ai créé HSE, je ne me suis pas payé pendant 5 ans. J'ai payé les salariés d'abord. Tu vois, ça, c'est des petites difficultés. Le monde de l'entrepreneuriat, il est beau quand ça marche, mais il y a des moments de grande solitude. Hein. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit. Moi, j'ai créé ma boîte aussi. Et pour certains personnes que je côtoie, aussi bien de la famille que je suis un patron, donc je suis blindé de thunes. Et que moi, je leur dis souvent, bah, en fait, au départ, je ne me payais pas de salaire parce que je payais mes salariés, quoi. Ouais. Et ça, les gens, ils l'oublient, quoi. Ouais. Mais là, on a un vrai problème franco-français. Mais on en revient sur ce que je disais, sur l'esprit d'initiative. L'initiative, aujourd'hui, elle est... tu vois ce cas-là de SARL, statut défini par l'État, qui t'empêche, tu peux même pas, toi, patron, écrire tes statuts. Il faut passer en SAS ou en SA pour écrire tes statuts, c'est-à-dire le règlement, comment tu vas diriger ton entreprise, le cadrage. À partir du 11e salarié, tes salariés commencent à être taxés alors que tu es en pleine bourre, alors que tu es en train de développer ton chiffre d'affaires, tu es en train de construire quelque chose. En Allemagne, si mes informations sont bonnes, tu as au départ des allègements fiscaux et à partir du 500e salarié, là, l'État se dit, bon, ça marche, faut participer. 11, 500. C'est pour ça que les PME allemandes sont présentes dans le monde entier. Parce qu'on les a pas empêchés, l'État les a pas empêchés de se développer. Nous, les Français, nos PME, on est taxés, on est obligé de constituer une deuxième, une troisième, une quatrième, une holding, alors qu'on est le pays le plus taxé en direct et en indirect. Alors, c'est vrai, en France, quand on parle de la France, on parle des 40 plus grosses entreprises. Et c'est vrai que quand tu regardes les 200 ou 300 plus grosses entreprises au monde, tu retrouves des entreprises françaises. Tu retrouves très peu d'entreprises allemandes, hormis certains groupes, notamment automobiles, mais on en reparle dans 5 ans, de chimie, etc. Mais le tissu PME, ETI, etc., en France, il est fermé, il est verrouillé. Donc, tu as envie d'être chef d'entreprise, eh ben, il te faut une sacrée dose de courage et d'enthousiasme parce que c'est pas drôle tous les jours. Hein. Et t'es pas aidé, bien au contraire. Hein. Et si, pour finir, tu devais partir sur une note plus optimiste que les 2 minutes qu'on vient d'avoir, parce que être entrepreneur, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'avantages. C'est quoi, pour toi, la chance, l'avantage, qu'est-ce qui te fait kiffer en tant qu'entrepreneur et d'avoir créé tes sociétés et de ton patron? Bah, si tu veux, j'ai toujours décidé d'agir sur ma vie et pas de la subir. Donc, je suis pas rentré dans un moule. Et l'altercation avec le président directeur général de Sanofi à l'époque, vachement fier de lui sur la fusion, lui tout petit, Sanofi qui avait racheté Aventis, en dit long. Et le fait de lui répondre et de ne pas accepter une situation définie qu'il lui avait décidé, en dit long sur ma personnalité en fait. Et je pense qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui pense avoir une bonne idée, c'est quelqu'un qui, bien sûr, est travailleur et que les aléas de la vie vont l'empêcher, mais que son enthousiasme va lui permettre de dépasser un plafond et d'aller retrouver le bonheur. Nous, en montagne, on dit souvent, et là c'est mon associé qui est gérant de magasin de sport, donc au Saisie, donc Yannick, il me dit souvent, toi Olivier, tu voles avec les aigles, et nous, on picore avec les poules. Alors, il me provoque hein, quand il dit ça, parce que c'est un très bon. Et d'ailleurs, on ouvre un 4e magasin de sport. Mais je crois qu'à un moment donné, tu doutes, bien sûr, ça te fait avancer. Tu risques, tu mets un peu ta famille en danger hein, quand tu hypothèques ta résidence principale.
mais qu'au fil du temps, tu sors de la couche terrestre, pour prendre une métaphore assez simple, et tu prends de la hauteur, et ton équilibre, en fait, et tes réussites, et tes échecs, hein, parce que les échecs sont aussi à la base de la réussite, hein. Ce qu'il faut, c'est savoir se remettre en cause, te permettre d'aborder le reste de ta vie avec une grande confiance en toi. Et ce bonheur que tu as, toi, tu es beaucoup plus jeune, mais d'aller bouger les choses, bouger les lignes, développer, subir directement ou indirectement la technocratie française, le système, etc., être, toi, un individu au milieu des autres, et faire bouger les lignes, t'imagines le bonheur, le dernier jour de ta vie, si ça se passe bien, tu fermes les yeux et tu dis « Waouh, ma vie a été belle ». C'est pour ça que l'équilibre familial est également très important sur la deuxième phase de ta vie. Alors pour certains, les chanceux, moi j'ai eu une première femme extraordinaire, mais aujourd'hui, je suis très attentif à ma vie familiale, à l'équilibre avec mes enfants, à la passation, parce que je veux pas laisser de dette à mes enfants. C'est pour ça que j'ai fait mon Dutreil, j'ai fait mon Obéter, je me suis mis en règle avec l'État et mes obligations, et que j'ai joué le jeu. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis venu te voir de Lyon, en écoutant de la musique, en ayant des belles pensées. Hier soir, je me suis endormi avec des beaux projets, et en fait, tu agis sur ta vie et tu ne la subis plus. Et à partir de là, eh ben, tu es un entrepreneur, tu es un chef d'entreprise, que ce soit commercial, industriel, mais dans ta vie, tu décides de ne pas subir de ta vie. C'est déjà... Un super projet. c'est déjà beau. Et je pense qu'on va rester là-dessus. Je t'en remercie beaucoup. Mais je t'en prie, Anne, c'est avec plaisir. Ce qui me fait rigoler, c'est qu'il m'a dit ça va aller vite, ça va durer 30 minutes. Et on en est à plus d'1 heure. Wow. Bonne histoire. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Merci, Johan. C'est un bon moment. Merci beaucoup.